Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit, ici Roch Cholette. Bon vendredi tout le monde, merci d'être là et si c'est possible pour vous, partagez le podcast, ça ferait bien notre affaire. Vendredi, méli-mélo du vendredi, plusieurs sujets, j'ai hâte d'aborder toutes sortes de choses avec vous et je commence notamment sur la question de la santé parce que durant mon absence, puis depuis quelques jours, vous savez, le gouvernement est à la recherche de 4000 infirmières. C'est pas une situation particulière pour l'Outaouais. La pénurie de personnel, c'est pas la faute juste de l'Outaouais. C'est vrai partout, il en manque 4000 au Québec. Pour ajouter au problème, le gouvernement a aussi dit qu'il était pour mettre à la porte, temporairement, mais mettre à la porte des infirmières pas vaccinées dès la semaine prochaine. Alors, ça veut dire que déjà, on a un réseau en lambeaux, un réseau qui n'est pas capable de desservir adéquatement la population. On est encore en crise sanitaire, puis il va nous manquer donc 4000 infirmières, même pour être capable de faire le nécessaire. Je prends l'exemple à témoin, l'hôpital de Gatineau, l'urgence qui est encore fermée. Le gouvernement a décidé d'implanter des primes allant de 12 à 15 000 $ pour faire quoi? Pour, dans le fond, l'objectif, c'est d'attirer du monde qui ne travaille pas dans le réseau, puis les attirer pour venir donner un coup de main dans le réseau de la santé. C'est ça l'objectif. 12 à 15 000. Beaucoup de réactions dès le départ en disant, il y a bien des filles et des gars que ça ne changera pas grand-chose. Les gens, on a entendu des gens partiront pas d'une situation qui travaillent à Ottawa pour s'en venir. Des gens à la retraite, puis sont bien dans leur retraite, pas sûrs qu'ils vont revenir faire des quarts de nuit, etc. Alors, est-ce que c'est la bonne méthode? Jeudi, hier, le ministre de la Santé a fait un premier bilan, dans le fond, là, de ce que ça donnait. Puis peu importe comment tu maquilles un cochon, ça demeure un cochon. Tu peux y mettre du beau rouge à lèvres, tu peux y mettre du fond de teint, tu peux y mettre une perruque, tu peux maquiller les yeux, tu peux essayer d'y cacher le nez, ça demeure un cochon. Les chiffres sont éloquents, c'est un échec retentissant à ce jour. Est-ce que ça va changer? Je ne sais pas. Pourquoi je vous dis ça? On cherche 4000 personnes, puis là, on va donner des primes de 12 à 15 000. C'est beaucoup d'argent, là. Et le résultat à ce jour, c'est qu'on a attiré 56 retraités. On en cherche 4000. Il y a 56 personnes retraitées qui sont revenues prendre une job dans le réseau, puis il y en a eu 231 personnes qui sont venues du privé. Fait que dans le fond, c'est pas un gros gain, là, hein? On parle de 287 personnes qui ont joint les rangs du réseau de la santé grâce à ces primes. Sur 4000. C'est un échec pour l'instant. Et là, il a commencé à nous dire, oui, mais c'est pas grave, c'est parce que j'ai quand même 720 personnes qui ont accepté un rehaussement de poste. Là, je veux qu'on soit bien clair, vous et moi, là. Une personne qui prend un rehaussement de poste, c'est quelqu'un qui était à temps partiel puis qui devient à temps plein, un équivalent temps plein. Ça ne veut pas dire qu'elle va travailler plus d'heures, parce que peut-être que comme personne à temps partiel, elle faisait plein d'heures supplémentaires. C'est sûr que c'était incertain, puis c'était peut-être à la dernière minute, puis moins de prévisibilité. C'est tout vrai. Mais en termes de bras agissant sur le terrain, il n'est pas en train d'ajouter des bras, là. Il est juste en train de convertir le genre d'emploi que la madame ou le gars avait. Il y avait un temps partiel avec du temps supplémentaire, puis ça va devenir du temps plein avec du temps supplémentaire. Mais en termes de bras agissants, il ne change rien. Mais ça, il coûte des primes, par exemple, pour faire ça. D'ailleurs, c'est tellement gros comme situation, c'est que je prends l'Outaouais. L'enjeu, c'est pas la disponibilité des postes à temps plein, des équivalents temps plein pour les postes d'infirmières. Il y en a plein de postes affichés, mais c'est parce que les gens ne les prennent pas. Alors, peut-être que c'est vrai ailleurs au Québec que les gens disent « Oh, j'aimerais ça avoir des postes affichés pour être capable d'avoir plus de prévisibilité dans ma vie. J'ai un poste, c'est de soir, c'est de nuit, peu importe, mais je m'organise, puis c'est pas aléatoire. Je sais quand je suis en vacances, puis etc. » C'est peut-être vrai ailleurs, mais c'est certainement pas le nerf de la guerre en Outaouais, parce que des postes à temps complet, ça existe, puis il n'y a pas personne pour les prendre. Alors encore là, si le ministre Dubé pense que c'est la solution miracle, ben il se trompe pour l'Outaouais. Alors, ce que je dis là, c'est que à grand coup d'argent,
Mais ça n'a pas donné grand-chose parce qu'on est 200, il y a 200, à la grandeur du Québec, il y a 287 personnes qui ont mordu à l'hameçon des offres alléchantes de primes, alors qu'on en cherche 4000, puis l'hécatombe n'est pas arrivé encore. La semaine prochaine, avec la date butoir concernant la vaccination, puis le personnel qui vont être mis à la porte parce qu'ils ne sont pas vaccinés. D'ailleurs, je vais vous parler d'une statistique que j'ai trouvée cette semaine. Tu sais, il manque de pénurie de personnel, manque de personnel. Je regardais les chiffres, semble-t-il que pour ce qui est du nombre d'infirmières certifiées par 100 000 habitants, nombre par 100 000 habitants, en Ontario, ils en ont 609. 609 infirmières certifiées par 100 000 de population. Au Québec, on est 729 infirmières. Alors, par tête de pipe, par capita, il y a plus d'infirmières au Québec qu'il y en a en Ontario, puis on vit une situation catastrophique. Il faudrait trouver le problème. Toujours en santé. Le ministre a dévoilé cette semaine, dans le fond, un état de situation dans un rapport annuel sur la performance du ministère. Puis, je vais le résumer, là. Il y a deux grands drames dans ce que je vais vous dire. Le premier drame, c'est que aucune cible importante en matière de critères de performance, temps d'attente à l'urgence, nombre de personnes qui attendent des chirurgies, etc., etc., il n'y a aucune de ces cibles-là qui a été atteinte. Qu'est-ce que le gouvernement s'était fixé? Pire, parmi les cibles qui ne sont pas atteintes, c'est certainement des promesses électorales sur le nombre de personnes qui ont des médecins de famille, puis sur le temps d'attente à l'urgence. Écoute, ils nous avaient promis 90 minutes, là. Si tu attends 20 heures, tu es chanceux. Mais le grand drame, c'est que le ministre a décidé de changer les cibles pour plein de critères, pour diminuer, dans le fond, les attentes, l'attente de la population. Dans le sens qu'on avait une cible de, je voulais 82% du monde qui a un médecin de famille, on m'a baissé ça à 78%. C'est un chiffre fictif, c'est le principe. On a abaissé nos attentes, on a abaissé ce qu'on voulait atteindre, notre espoir, notre seuil. Tu sais, je ne veux plus un A, je vais me contenter d'un B. Puis la raison, ben, je ne veux pas démoraliser et décourager le personnel. Fait qu'au Québec, non seulement on n'est pas capable d'atteindre les cibles, puis là on dit, ben dans le fond, le problème, c'est la cible. Le problème, c'est la cible, fait que je vais baisser la cible, fait que je peux pas atteindre un A, si j'ai un C fort, moi, être bien content. Fait qu'on veut pas décevoir le personnel, les démoraliser, fait qu'on va baisser les attentes. C'est drôle qu'on n'a pas eu le raisonnement inverse de dire, ben là, je démoralise pas mal la population si je dis que je baisse mes attentes. Ah, ça, c'était pas grave. Parce que pour le réseau, le client, là, le patient, on dirait là, que dans le discours, là, c'est comme loin dans la chaîne de commandement, là. Les conditions de travail, puis l'organisation des soins cliniques, puis les critères, puis il y a tout ça avant le mot patient. On va bien. D'ailleurs, le ministre Dubé a accordé une entrevue au Droit, puis il parlait de l'Outaouais. Puis ce qui m'a marqué là-dedans, parce qu'il y a des mots et des mots et des mots, c'est des océans de mots avec un désert d'idées, là, avec un désert de réalisations concrètes puis d'engagement concret. C'est ça qui ressortait. Il disait, oui, la situation particulière en Outaouais, ça fait 50 ans que c'est pareil. Il y a de la pression différente ici qu'ailleurs à cause d'Ottawa. C'est vrai. Le gouvernement de la CAQ a été élu en disant « L'Outaouais est oublié, puis je vais régler ça. » On est 3 ans dans le mandat, puis il n'y a pas un geste concret spécifique à l'Outaouais en santé qui a été posé, si ce n'est que promettre un hôpital peut-être dans 10 ans. Puis je ne sais pas où va prendre le personnel. C'était éloquent de voir l'absence de stratégie puis d'action concrète. À telle enseigne d'ailleurs qu'en 2007, les libéraux ont implanté un statut particulier en santé en Outaouais. Bien avant une motion à l'Assemblée nationale. Ils avaient reconnu la spécificité avec une enveloppe d'argent de 20 millions. Bien, ce qu'on apprend, c'est que les administrations successives, comme présentement avec l'Étoile, la PDG du 6, bien, ils ont dilapidé cet argent-là, ils ont détourné cet argent-là
pas illégal, là, mais ils l'ont détourné de sa vocation initiale, donner des primes au personnel soignant, pour prendre le 20 millions puis le mettre dans les opérations. Fait que les objectifs que le gouvernement s'était donnés en disant « je vais donner une enveloppe particulière à l'Outaouais pour des situations particulières, pour la frontalité », bien, le 6 a décidé de prendre ça puis de sacrer ça dans ses budgets de fonctionnement. On a appris ça aussi. Je veux vous parler du monde municipal un petit peu, comme autre sujet. On a eu un dernier conseil. Il y a beaucoup de membres du conseil qui vont quitter. On va avoir pas mal un nouveau conseil. Même s'il y a du monde qui se représente et qui vont être élus, il va y avoir beaucoup de nouvelles figures. Plus que la moitié du conseil sera du nouveau monde. On sait déjà que Maude Marquis-Bissonnette et ou Jean-François Leblanc vont quitter la table du conseil. Ça, c'est à part du maire Cédric Tessier, Myriam Nadeau, René Amillot, Madame Bureau, M. Lantier, M. Carpentier, qui quittent. Donc, dernier conseil. Et en parlant de ça, je vais vous parler de Nathalie Lemieux. C'est une femme qui n'a pas vraiment marqué Gatineau, si ce n'est que pour des mauvaises raisons. C'est une femme qui n'a pas eu une grande contribution municipale, on va s'entendre. Pourtant, elle avait la chance, elle a siégé à l'exécutif. C'est quelqu'un qui a fait plus de tort à Gatineau que de bien. Puis, elle n'a même pas réussi sa sortie politique. Elle n'est même pas capable de réussir sa sortie politique en disant « c'est pas pour moi, merci beaucoup mes citoyens ». Même pas le courage de remercier les gens qui ont fait confiance, les fonctionnaires avec qui elle a travaillé, même pas publiquement la chance de dire « ciao, bye, je ne me représenterai pas ». On a appris qu'elle ne se représentait pas parce qu'il n'y avait pas de bulletin de candidature à la date limite des candidatures. Fait que, honnêtement, Nathalie Lemieux quitte comme elle a siégé au conseil, comme un coup de vent, comme une femme invisible, sans saveur, sans odeur, si ce n'est que pour mettre, honnêtement, Gatineau dans l'embarras avec sa folie de la terre plate, puis ses commentaires sur les musulmans. Alors, ça va avoir été un triste épisode dans la vie démocratique de Gatineau. Probablement qu'on va considérer cette erreur de parcours, l'élection de Nathalie Lemieux au conseil municipal de Gatineau. Toujours au niveau de Gatineau, Action Gatineau est sorti avec toute une promesse, c'est-à-dire a fait une promesse en disant « je vais régler ça », n'a pas dit comment, mais a dit que le gros problème à Gatineau, c'est les tondeuses à 5 heures le samedi. Puis le gros problème, là, c'est que tu as des nonos de voisins qui coupent l'herbe à 5 heures le samedi après-midi. C'est du Action Gatineau tout craché. Plus d'État. Je connais ça. Je connais ça mieux que les citoyens. C'est nous autres qui va aller juste dans le fin détail, puis je vais décider qu'entre telle heure et telle heure, non seulement tu n'arroseras pas, mais là, ça ne sera pas à tondeuse. Là, est-ce que ça va être la même chose pour, là, la souffleuse le matin pour tomber en neige? Non, tu ne pourras pas avant 7 heures. Tu sais, c'est fou attaché. Mais surtout, ce qui est pire, c'est que comment tu contrôles ça? Ta restriction. Je prends un verre avant le souper à 4h30. Ça va me déranger, la tondeuse? Je le prends à 4 heures. À quelle heure, la ligne? Puis c'est le samedi? C'est-tu le dimanche? C'est-tu le jour férié? On va faire ça jusqu'à 7h30, jusqu'à 8h, jusqu'à 9h. Fait que tu dis, écoute, les tondeuses ou les weed eaters ou les souffleurs ou les chips, peu importe. Ah, tu coupes pas ça. Ah, mais c'est une tondeuse électrique peut-être, puis là, on va calculer les décibels. Quand tu décides d'aller là-dedans, puis tu décides donc qu'il faut régler ça, ça veut dire qu'Action Gatineau, s'ils sont élus, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre l'administration, puis ils vont dire, là, vous allez passer du temps à me patenter un règlement. Mais là, ça prend du temps à faire ça. Puis là, il faut que tu regardes, puis si tu légal, puis etc. Là, tu le fais adopter au conseil. C'est du temps précieux, ça, là. Qu'on pourrait avoir des sujets pas mal plus importants que la tondeuse à 5 heures. Puis là, après ça, pire, là, ton règlement est adopté. Puis là, tu dis, c'est une amende. Écoute, tu passes la tondeuse à 5 heures, c'est une amende. Mais là, pour appliquer ça, ça te prend des fonctionnaires. Fait qu'on va grossir la machine. Parce que là, pensez-vous bien qu'il y a des fonctionnaires qui se promènent dans la ville à 5 heures le samedi soir pour écouter, ou jusqu'à 6h30, y a-t-il une tondeuse? Ou bien là, on va prendre ça sur une plainte. Puis là, si on a une plainte, on va se dépêcher, on va envoyer à la police pour voir si le gars te coupe le gazon. Puis si, mettons, la tondeuse est éteinte, mais le gazon, il ferait couper, tu lui donnes-tu un ticket, tu y en donnes-tu pas? C'est bureaucratique à mort. C'est très difficile à mettre en application.
Puis pour le mettre en application, ça coûte une fortune. Parce que ça te prend une infrastructure, ça te prend des fonctionnaires, ça te prend toute cette patente-là pour appliquer ton règlement de fou qui va contrôler la tondeuse à 4h30 le samedi après-midi. Mais c'est ça, Action Gatineau. Ils ont passé bien du temps à penser à cette patente-là, là, en disant, ça, c'est une bonne idée. À chaque fois que tu as une bonne idée de contrôle, il faut que tu penses que tu vas être obligé de la mettre en application, puis ça veut dire des dollars, des fonctionnaires, des employés pour l'appliquer. Parce que c'est pas vrai que tous nos policiers font rien dans la vie, puis qu'ils ont que ça à checker là, les tondeuses à 5 heures. C'est pas vrai, ça. Fait que, au fil du temps, ben là, l'administration va dire, ouais, mais pour faire ça, ça me prend 20 employés, 30 employés, puis c'est pour ça qu'ils sont pas capables de contrôler le budget, puis c'est pour ça qu'ils veulent que le budget augmente de 4,3 % par année, parce qu'ils sont pas capables de dire, non, ça va faire, je veux pas une grosse berta comme administration, puis à chaque fois que j'ai une idée de fou comme ça, bien, ça me coûte des fonctionnaires de plus pour la mettre en application. C'est là le disconnect entre la théorie pure d'Action Gatineau en disant, ça serait beau la quiétude, bien sûr, mais pour atteindre ça, voici toutes les conséquences d'avoir un règlement. Ah, ça échappe parce que c'est trop terre à terre, parce que les budgets, ça échappe à Action Gatineau. Je veux vous parler d'un dernier sujet pour vous montrer l'hypocrisie politique. Et je veux vous parler de quelqu'un qui s'appelle Simon Jolin Barrette, c'est le ministre de la Justice. Je vous parle de lui parce que c'est lui qui va être en vedette, mais c'est le gouvernement dans son ensemble. Et il s'agit aujourd'hui d'une femme de notre région, une jeune femme brillante, qui est à la fois avocate et comptable, professionnelle agréée, qui s'est impliquée en politique. Et son nom, elle s'appelle Marraine Gervais-Cloutier, jeune femme du secteur du Don, qui est plus en Outaouais maintenant pour travailler, etc. Elle a été impliquée socialement. C'est une bébite rare, dans le sens qu'elle a tous les talents. T'sais, elle est fine, elle est brillante, elle a plein de diplômes, elle s'implique dans sa communauté, puis c'est une fille aimable, puis elle s'est impliquée en politique également. Les libéraux, puis oui, elle a fait de la politique pour les libéraux, c'est-à-dire elle a travaillé pour Maryse Gaudreault. Les libéraux, ils l'avaient nommée, imagine, au conseil d'administration de l'Office des professions du Québec. C'est une fille qui est bardée de diplômes, elle est dans 2 ordres professionnels, le barreau, les CPA. Tu sais, elle connaît ça, là, elle vit, elle paye des cotisations ces 2 barres. Fait que s'il y a quelqu'un, puis c'est une jeune femme, donc on voulait avoir plus de jeunes femmes sur les conseils d'administration, elle avait tous les critères pour être nommée. Elle a été nommée en 2018. Et à ce moment-là, Simon Jolin Barrette a déchiré sa chemise en disant que c'était épouvantable, que c'est des nominations politiques, en disant c'est un prélude, en parlant de Marraine Gervais, c'est inacceptable, que c'est un prélude d'une vague de nominations qui va arriver au cours des prochaines semaines. Il faut que cessent les nominations partisanes. Il faut arrêter que le Parti libéral place son monde à la veille des élections. Les Québécois sont écœurés de ces retours d'ascenseur, etc., etc. Puis il y a d'autres noms aussi. Mais je voulais vous parler de Marraine en particulier parce que c'était éloquent. Pourquoi je parle de ça? Fait que Simon Jolin Barrette disait, essentiellement, elle n'est pas bonne, c'est une nomination partisane parce que c'est une libérale, puis ça n'a pas de bon sens. Écoute, c'est pas un gros poste, là, je ne sais même pas si elle est payée, peut-être des jetons de présence, là, mais pas beaucoup. Elle, à l'Office des professions du Québec, là. L'Office des professions. N'entendez pas parler de ça souvent, là. En tout cas, gros article, puis Simon déchire sa chemise, puis etc. Pourquoi je vous parle de ça? Bien, mercredi de cette semaine, le gouvernement de la CAQ, avec Simon Jolin Barrette, ils ont renouvelé le mandat de Marraine Gervais-Cloutier. La fille là, qui était pas bonne, puis elle était juste nommée parce qu'elle était partisane, puis elle était libérale, là. En 2018, bien, 3 ans plus tard, le gouvernement vient de la renommer à l'Office de profession, au conseil d'administration. Hey, pour vous montrer l'hypocrisie, là, si elle n'était pas bonne en 2018 parce que c'était une crise de libéral, pourquoi est-ce qu'ils l'ont passé à Grégoire? Pourquoi ils ont renouvelé son mandat mercredi? Non. C'est parce qu'ils ont bien vu qu'elle avait bien du bon sens. Pourtant, Simon Jolin Barrette n'est pas revenu dans les médias en disant « Hey, je voudrais m'excuser, là. Moi, j'ai dit des affaires en 2018 là, qui n'ont pas de bon sens, là.
Puis j'ai dit que c'était une nomination partisane, voulant dire qu'elle était incompétente, puis qu'elle était juste là parce qu'elle était rouge. Je voudrais m'excuser, là, parce que finalement, elle est bien bonne, là. Puis c'est pas parce que t'es rouge que t'es incompétent, puis finalement, on l'aime bien, on l'a renouvelé son mandat. Non, il est pas allé dire ça, hein. Fait que je trouve ça déplorable, ce genre de double discours, l'hypocrisie politique. Puis lui, il en fait pas mal des affaires de même, Simon-Joëlin Barrette, parce qu'il était le chien de garde puis le pitbull de tout ça, là, dans le temps qu'il était dans l'opposition. Mais là, le renouvellement de Marine Gervais-Cloutier, il y avait des séries chasse-mise pour une femme qui s'appelle Dominique Savoie. Dominique Savoie, là, il l'a nommé, il l'a traité tout et non. Ils l'ont nommé sous-ministre à la Santé quand ça allait mal dans la pandémie. Fait qu'on on en reprendra, puis on repassera. Quand Simon-Joëlin Barrette s'énerve, là, on va prendre ça au gaz égal. En tout cas, je trouvais ça épouvantable d'avoir beurré une jeune femme brillante. Son seul problème d'envie, c'est qu'elle a trouvé que c'était bien une bonne idée de faire de la politique pour les libéraux. Mais à part ça, sans tâche, elle se fait beurrer par Simon-Joëlin Barrette, puis 3 ans plus tard, la CAQ la renomme exactement au même poste, pourtant qu'ils avaient dénoncé. Fait que c'est ça la politique de la CAQ. Je veux vous remercier. N'oubliez pas, Gaétan Cyr, carte cadeau. Vous achetez une carte cadeau de 500 $, gaetancir.ca, pour toutes sortes de produits, des mets préparés d'avance, bavettes de bœuf, du filet mignon, des légumes, toutes sortes d'affaires. Vous achetez une carte cadeau, elle vaut 500, c'est marqué 500. Tu sais combien tu payes? Tu payes 400. C'est incroyable. Tu fais 100 pièces en partant. C'est pas mal bon, ça. Fait que gaetancir.ca. Merci beaucoup tout le monde, puis je vous retrouve, non, pas lundi, c'est congé, mardi, pour un autre podcast, Les vraies affaires, zéro bullshit. OK, salut tout le monde.